Villemur, là où les débats d'idées prennent toute la place. Heureux de vous retrouver. Karima, bonjour. Hey, salut! Est-ce qu'on est... On va essayer d'être civil aujourd'hui. Civique, civil, de ne pas être incivil. Comment ça se dit? D'être... ouais, c'est une bonne question. T'sais, d'être poli. L'incivilité, c'est un mot, un mal dans notre société. Oui, d'être civilisé. Civilisé. Peut-être. On va essayer d'être civilisé. non, mais attends une minute, parce que... Bienvenue tout le monde à l'émission. On est ensemble jusqu'à midi. Mercredi 22 juillet. C'est parce que, écoute, depuis le début de la saison, on veut parler d'incivilité. Il y a toutes sortes de gens qui sortent dans l'espace public pour dire ça n'a plus de bon sens, dans le transport en commun, dans les salles de spectacle. Est-ce que tu te rappelles, il y a quelques mois, il y avait des agents de sécurité qui étaient sortis pour dire que les gens sont rendus à crier, quand même quand on leur dit d'être silencieux, qu'ils n'éteignent pas leur téléphone, que quand on leur dit ça va faire, même les artistes doivent intervenir. Il y avait eu des artistes qui devaient le faire. C'est des filles, beaucoup, qui se font sortir, apparemment, qui prennent un petit coup, puis elles se font sortir par les agents de sécurité. Ils étaient venus nous le dire à Cube ici. Je suis allé chez un fleuriste l'autre jour. Un fleuriste l'autre jour. J'arrive au comptoir, puis c'est écrit, nous ne tolérons pas de langage ordurier ici. Tu dis, je suis un fleuriste. C'est rendu que chez les fleuristes, il y a ce phénomène-là. Dans quelques instants, on parle avec une vétérinaire, parce qu'apparemment, c'est un fléau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais honnêtement, on parle d'être civilisé, d'être poli, d'avoir une forme de respect envers les autres. Moi, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que le climat s'est détérioré depuis plusieurs années. On sait que la COVID, ça a pas mal le dos large, là. À un moment donné, il y a comme quelque chose de l'ordre de l'éducation, de l'ordre aussi de ce qu'on juge comme étant du respect, d'aller de soi, d'avoir ces qualités-là aussi. Je pense que le côté égoïste, le côté je, me, moi, ça a pris énormément d'ampleur dans nos sociétés. On est très sur notre petit nombril et notre rapport à l'autre, notre rapport à la société, je trouve que c'est devenu très, très clientéliste. T'sais. L'autre, c'est pas un individu, c'est pas un être humain qui, avec ses qualités, ses défauts, c'est comme un rapport toujours contractuel avec ses rapports clients. Un peu comme on parlait dans les universités, le rapport aux professeurs. On parlait avec François Fournier, là, qu'il y avait une vaste étude aux États-Unis juste sur les notes, comme quoi des professeurs, finalement, gonflaient un peu les notes. Aujourd'hui, il y avait plus de A puis de très, très bonnes notes. Pourquoi? Ben parce qu'on a peur peut-être des réactions des étudiants. Donc, tu vois un peu cet aspect-là, ce côté clientéliste, je trouve qu'on s'en permet beaucoup. Puis, on connaissait le phénomène de l'impatience, le stress, l'anxiété que ça peut générer. Non, mais j'allais dire, dans les hôpitaux, ça, il y a des messages, là. C'est pas vrai. À un moment donné, vous attendez pendant des heures, il y a de quoi être nerveux et t'es malade, t'es pas bien, t'attends dans une salle d'urgence, pas une raison pour commencer à s'engueuler puis crier sur le personnel de la santé. Donc ça, on connaissait ce phénomène-là, mais t'as raison de mentionner, ça s'est comme complètement élargi. Puis tu sais, si on regarde, il y avait un sondage, 67% de la population qui estime que le niveau de violence et d'incivilité au Québec a augmenté par rapport à il y a 5 ans. Ensuite, on parle des élections municipales, on en a vécu. Tu sais, les élus municipaux, ça, je l'ai observé aussi, Rémi, en France. Il y a une augmentation de violence envers les élus. Encore une fois, l'espèce de frustration, le rapport clientéliste, le rapport que tu me dois quelque chose, je m'en vais te voir, puis tu es le responsable de tous mes problèmes. Puis aussi beaucoup d'incivilité dans les transports en commun. D'ailleurs, le nombre d'incivilités, on dit que ça a quadruplé entre 2023 et 2025 dans le réseau de transport de la capitale, le RTC. Fait que c'est un vrai souci, un vrai problème de société. On est de plus en plus sensible aussi. Ça, je suis obligé de le dire, on est de plus en plus sensible. Tu sais, j'aurais dû demander au fleuriste chez qui je suis allé, tu sais, est-ce que c'est arrivé une fois? Puis parce que c'est arrivé une fois, ben on prend la peine d'écrire sur Word un petit message, on l'imprime, on le met sur un carton. Tu sais, si c'est arrivé une fois, je veux dire, c'est arrivé une fois chez un fleuriste dans les années 70 aussi. Puis une fois chez un fleuriste dans les années 90. Fait que, est-ce que ça arrive souvent ou est-ce que... Puis là, ben évidemment, c'est pas une question de sensibilité, on fait juste comme passer à l'action. Ou ça arrive des fois une fois, puis on a la couenne un petit peu moins dure qu'avant. Ça fait partie des explications peut-être. Oui, mais est-ce que c'est deux
deux affaires-là sont corrélées, c'est-à-dire la sensibilité, c'est plus peut-être, tu vas le prendre personnel, tu vas pas pleurer, mais tu vas avoir une émotion, tu vas trouver ça, tu vas être heurté rapidement. Parce que, comme disait Richard Martineau, les petits lapins, là, cet aspect-là. Mais ça se peut-tu qu'on est aussi juste plus agressif? Ben, ça, c'est une possibilité aussi. Jean-François Roy, il dit une fois de trop. Ben oui, c'est une fois de trop. Ça ne devrait pas avoir lieu, là, ces Ouais, affaires-là. ouais, là. ouais. On se retrouve obligé d'éduquer le monde. C'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais c'est pas. Je trouve ça, je te dis, il n'y a pas nécessairement cette corrélation-là. OK, tu l'as fait, mais la sensibilité, on peut être sensible, mais de là à te faire crier dessus, c'est pas plus acceptable. Non, tu vois, non, c'est sûr. Puis d'autres incivilités, ça, c'est les incivilités peut-être mineures ou de comportementales de la société technologique. Mais, tu sais, quand je te dis le je me moi, puis moi aussi, ça m'arrive. Là, ça m'est arrivé. Puis t'as déjà été civilisé? Non, mais ben, probablement. Toi, Karima Brick? Non, mais je veux dire, avec nos téléphones, tu sais, ça m'est arrivé là, de faire des FaceTime en public. Puis là, j'essaie de me trouver un petit coin tranquille. Mais tu sais, des fois, ton téléphone sonne, le temps que tu sortes tes écouteurs. Puis là, je vais le prendre, tu sais. Sauf que là, bon, le temps que tu le prennes, là, ton écouteur, tu le trouves pas. Donc là, tu te dis, bon, ça m'est arrivé, mais c'est pas comme, je vais pas me mettre à m'engueuler puis à crier sur quelqu'un. Tu vois, ça, c'est des petites, peut-être... Petite incivilité. Ouais, c'est ça. Écran minuscule. Ça, mais tu sais, moi, j'ai remarqué que les gens qui nous font écouter leur conversation, souvent, c'est parce que leur conversation est tellement intéressante qu'on nous l'offre. On nous l'offre. C'est un cadeau, en fait. Nous, c'est parce que, tu sais, qu'on est ingrat dans cette société, dans cette maudite société à feu et à sang, c'est qu'on entend ces conversations-là et notre premier réflexe, c'est de se dire, mon Dieu, que l'autre est pas civilisé. Mais c'est pas ça. C'est que si tu portes attention, la conversation est tellement intéressante. C'est vrai que souvent, c'est une discussion entre deux personnes dans comme deux pays différents. Là, puis il n'y a comme pas un super bon son, par exemple, puis ça se raconte comme des affaires banales du quotidien. Puis nous, on est assez ingrats pour ne pas aller puiser au fond de la richesse de ces propos-là. C'est incroyable. Oui, mais tu sais, c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce que tu as mangé la veille. Ben oui, des fois, si tu prends des notes, peut-être des bonnes recettes. Mais sais-tu quoi? Moi, j'ai l'impression, des fois, quand j'entends des conversations comme ça, que les gens, c'est une façon de sortir un peu de la solitude. C'est comme une présence. Tu sais, c'est pas si intéressant nécessairement ce qu'ils se disent, mais c'est d'avoir quelqu'un au bout du fil, puis là, tu jases, puis il n'y a pas vraiment, c'est pas particulièrement édifiant comme conversation. Bon, des fois, tu peux tomber sur des affaires un peu drôles, là. Est-ce que finalement, je trouve ça drôle d'écouter les conversations publiques? Non, mais ce qui est vraiment, je trouve, l'incivilité la plus totale quand même sérieux, dans les transports avec les fameux appareils numériques. Moi, c'est quand tu commences à écouter des TikTok puis des espèces de vidéos hyper bruyants. Hey, non, sincèrement, là, mets tes écouteurs. Là, ça fait un bruit de fou, t'as de la musique, c'est le matin. Non, merci. T'sais, on peut s'entendre là-dessus? Là? Ben oui, puis les pieds sur les sièges dans l'autobus, dans le métro. Les élèves qui sont de plus en plus incivilisés, qui ne supportent pas l'autorité, qui la contestent parce que, ben écoute, il y a déjà assez de nos parents à la maison, fait que le personnel, les surveillants, ça passe plus ça. Moi, par contre, ce qui me fait peur, puis tu vois, c'est sûr que le sondage qu'on avait retrouvé dans l'actualité sur le 67% de la population québécoise qui estime que le niveau de violence et d'incivilité a augmenté en 5 ans. Ça, ce qui m'inquiète, c'est que quand tu es incivilisé, c'est que tu as le courage de l'être. C'est un inconnu que tu as devant toi. Mm-hmm. Tu n'as pas une bonne journée, tu n'as pas de patience, tu as mal dormi. Ça prend quand même un courage qui m'inquiète. Puis je le valorise pas, le courage. Ben, c'est quoi l'autre mot? C'est témérité. Ça prend une aise aussi, mais je pense que c'est pire que ça. C'est-à-dire que si tu as l'aise d'aller dire à l'autre que tu ne connais pas tout ce que tu penses de lui parce que tu as eu une mauvaise journée, c'est parce qu'on est rendu à ça là, d'une crise sociale. C'est très sérieux. Là. Si tu connais pas le fleuriste, puis tu as eu une mauvaise journée, puis là, tu as l'impression que c'est trop long, puis que avant, tu disais juste, écoute, je suis un peu pressé, ou tu gardais ça pour toi, mais que là, on est rendu à insulter les gens, c'est parce que la prochaine étape, c'est le conflit physique, là. C'est qu'on est rendu là. Ben, en fait, c'est des inconnus qui sont incivilisés les uns entre les autres. Oui, mais il y a déjà, en fait, il y en a déjà qui pensent à l'acte aussi. C'est ça l'affaire. Tu as des engueulades, mais tu as aussi des empoignades. Là, ça arrive aussi. En fait, c'est quoi? Je regardais pour les mots. Qui parle, agit avec une politesse raffinée, avec un grand désir de ne pas déplaire à autrui, affable, synonyme, affable, aimable, avenant, civil, poli, civil. Donc, apparemment qu'on pourrait dire cela. Donc, je cherchais le mot aussi. Qu'est-ce que tu cherchais? J'ai rien compris, là.
On est où, là? Hey, tu m'écoutes-tu? On parle d'incivilité, je comprends rien. On parle d'incivilité parce que c'est le cas chez les vétérinaires, oui, mesdames et messieurs. On retrouve Valérie Bissonnette, qui est présidente de l'Association des médecins vétérinaires du Québec. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. On a des chiffres, là, donc c'est même pas, on n'invente pas ça. Là. Le quart des vétérinaires québécois sondés cette année ont affirmé avoir subi des menaces de poursuites judiciaires ou d'atteinte à la réputation. Il y a même, vous avez même sondé ceux qui ont rapporté, les vétérinaires, à avoir fait face à des refus de payer. Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, je pense que vous l'avez bien nommé, là, l'introduction était parfaite. Il y a des incivilités partout qui sont à la hausse. Dans notre domaine, c'est sûr que c'est un domaine qui est super émotif à la base. Donc, c'est pas quelque chose à laquelle on était étranger, mais par contre, que nos membres, les médecins vétérinaires du Québec, perçoivent une hausse et qu'il y en ait plus que... En fait, il y a plus que 70% des médecins vétérinaires qui disent avoir reçu des insultes puis des incivilités au courant de la dernière année. Donc, on voit que c'est la majorité là, qui en ont reçu. Puis ça, c'est pas normal. On voit que ça s'est installé dans le quotidien de nos professionnels. Puis je pense qu'il est temps qu'on agisse puis qu'on rappelle qu'on est tous là, en fait, pour travailler en équipe avec les clients, les animaux, puis qu'on rétablisse ce dialogue-là dans le respect. Oui, c'est quand même assez fou parce que vous le mentionnez, les chiffres ils peuvent quand même un peu faire frémir là, quand on dit que le quart des répondants qui ont affirmé avoir subi des menaces de poursuites judiciaires ou encore d'atteinte à la réputation sur les médias sociaux, 70% ont fait l'objet de reproches d'insultes et 57% qui ont dû faire face à des refus de payer. J'ai envie de vous demander comment ça affecte la santé mentale des médecins vétérinaires au Québec? C'est difficile, c'est sûr. On le sait déjà, notre population, elle est plus à risque pour une panoplie de raisons. Les dernières études, en fait, nous disaient qu'on était 5 fois plus à risque que la population générale de suicide ou de tentative de suicide. Donc, la santé mentale est depuis toujours vraiment un aspect sur lequel il faut travailler dans notre profession. Ça mine le moral des troupes puisque on vit avec cette... On comprend, en fait, les clients qui arrivent avec une détresse profonde, avec un animal qui est parfois malade, avec un imprévu, puis des ressources financières ou des ressources humaines, là, ils n'ont pas l'énergie pour donner des soins supplémentaires à leur animal. Donc, ils ont des ressources qui sont limitées. Puis là, nous, on doit trouver le meilleur plan avec eux pour soigner leur animal, leur dire c'est quoi le besoin de leur animal. Donc, c'est super confrontant, c'est des situations super émotives. Donc, on s'y attend un peu qu'il y ait de l'agressivité, puis on essaie de se protéger contre ça, mais c'est pas facile. Puis vivre dans ces situations de détresse-là, ça le sera jamais. Par contre, est-ce qu'on peut mettre plus de choses en place pour mieux se protéger et aussi que la population comprenne un peu mieux notre réalité puis soit plus prête à travailler avec nous en équipe pour trouver la meilleure solution? Ben, je pense que oui, il y a des choses à faire. Là, je veux juste être précis, là, je n'excuse pas les gestes que vous vivez, mais on a un auditeur quand même, puis je pense même que vous l'avez reconnu, là, certains d'entre vous, qui nous écrit « Les insultes n'ont pas leur place », c'est Martin de Joliette qui nous écrit ça, mais la hausse des frais que les vétérinaires ont fait depuis la pandémie est indécente. Les gens ne sont plus capables de faire soigner leur animal. Est-ce que c'est vrai que ça a augmenté de façon très, très, très importante, les coûts? Ça a augmenté rapidement, puis il a raison. De façon indécente, je suis pas prête à accepter le terme parce que c'est des hausses qui n'étaient pas faites aléatoirement, c'est des hausses qui étaient justifiées. Pour la plupart, c'est vraiment pour essayer de, dans le fond, pallier à la pénurie de personnel. Puis également, puis je parle pas de juste le personnel vétérinaire, là. En fait, c'est personnel de soutien, beaucoup, qui avaient pas des salaires ni des conditions de travail qui nous permettaient de retenir nos équipes en place. Donc, les réceptionnistes, les techniciens en santé animale qui sont nos infirmières là, et nos infirmiers,
il y avait beaucoup de rattrapage à faire là-dessus. Les médicaments, le matériel de fine pointe, le matériel médical, tout a flambé en termes de coûts. Donc, quand les coûts de production ils augmentent, on n'a pas le choix. Si on veut garder notre établissement vétérinaire, puis qu'on puisse être à même de maintenir des soins à la population, ben, on n'a pas le choix d'hausser les frais. Puis, malheureusement, on aimerait ça que nos animaux, il y ait des cartes soleil, puis qu'il y ait des subventions gouvernementales à quelque part, mais tout est financé par le client au bout du compte. Il y a quelques fondations qui existent pour essayer de pallier, là, puis d'essayer d'aider les familles qui sont plus vulnérables, parce que c'est pas qu'est-ce qu'on souhaite, là. On souhaite pas qu'un animal, ça devienne un luxe. Mm-hmm. Mais définitivement, les hausses de coûts, oui, elles ont été réelles, oui, elles étaient justifiées, puis des fois, les gens aussi perçoivent une hausse de coûts là où c'est en réalité une amélioration de la médecine vétérinaire en tant que telle. Donc, il y a plus d'options médicales, ce qui est une excellente chose. Il y a plein d'animaux qu'on n'arrivait pas à sauver il y a 5 ans même, puis qu'on arrive à sauver aujourd'hui. Mais ces options-là restent coûteuses. Ça demande encore plus de la technologie de pointe. Fait que là, on se retrouve avec des factures encore plus onéreuses. C'est pas les frais nécessairement qui ont augmenté, c'est les options qui sont plus nombreuses. Ça, c'est extrêmement confrontant parce que ce qu'avant on aurait fait, c'est écoutez, on a essayé des choses, on est au bout de qu'est-ce qu'on pouvait faire. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est laisser partir votre compagnon. Maintenant, c'est plus ce que les gens entendent, c'est OK, il y a d'autres options maintenant, mais est-ce que tu as les ressources financières pour pouvoir te le permettre et essayer parce qu'un refus de payer, Mme Bissonnette, un refus de payer, là, oui, on est capable d'imaginer le cabochon qui obtient le service puis qui passe sans payer, mais on est aussi capable d'imaginer la personne qui fait « tabarnouche, le prix de la facture, ça n'a aucun bon sens. Vous ne nous aviez pas dit ça. » Il doit aussi avoir ce scénario-là. Là. Je pense que si c'est le refus de payer est en lien avec une incompréhension de la facture, effectivement, je pense que puis je veux dire, je veux pas, je sais pas les situations particulières auxquelles ça se réfère, mais point de vue communication, c'est une des choses sur lesquelles on travaille le plus à l'Association des médecins vétérinaires du Québec. Autant pour aider nos professionnels à mieux communiquer toutes les options, puis qu'est-ce que ça entraîne comme coût pour préparer les gens, puis qu'ils puissent prendre les meilleures décisions possibles. Donc, effectivement, ça se peut que la communication, elle ait pas été bien faite, ou parfois qu'elle n'ait pas été entendue. Les gens sont tellement en détresse, parfois, là, que ça peut arriver. Mais un animal, c'est comme... Personnellement, ça m'est arrivé. J'ai eu une mise en demeure et une poursuite parce que il y avait une dame qui disait ne pas avoir été mise au courant des coûts. Très heureusement, la ligne était enregistrée à ce moment-là et on a pu soumettre ça. Et la facture était détaillée en entier, mais c'était tellement un moment émotionnel. Écoutez, puis ça, on comprend tellement ça. Je veux dire, c'est un membre de la famille pour la plupart des familles. Puis nous, on comprend ça, là, l'amour des animaux, c'est sur ça qu'on vit, là. Donc, c'est ça. Des fois, c'est pas entendu, puis oui, il va falloir travailler pour des meilleures façons de communiquer tout ça. C'est pas évident parce qu'il y a comme deux éléments finalement, tu sais, plus on discute, il y a vraiment deux éléments là-dedans. Il y a ces incivilités, ces comportements, ces violences qui sont totalement inacceptables. Tu sais, les vétérinaires, ce sont des personnes qui ont à cœur justement les animaux, qui veulent les soigner, qui ont beaucoup d'empathie en général, donc ils vont dans ce milieu-là pour soigner. Tu sais, c'est vraiment ça. Donc il y a cet élément-là qu'il faut condamner. Puis de l'autre côté, on voit que ça, c'est un enjeu en lien avec la médecine vétérinaire comme telle, à quel point ça coûte extrêmement cher. Et c'est frustrant pour les vétérinaires qui disent, gars, j'ai cette option-là, mais il faut que je sois payé, et les gens qui n'ont pas les moyens. Et d'ailleurs, on a beaucoup de commentaires. Il y a, par exemple, il y a Christophe de Candiac qui dit, oui, bon, mais les vétérinaires ont toujours des excuses. Ma mère a amené son chat samedi dernier pour une infection urinaire, juste l'inscription, $300, 4 médicaments, analyse, $1,100. Et là, il dit, il y a quand même des limites, là, tu sais, dans le sens qu'on voit qu'il y a ça. D'autres disent que c'est-tu un problème? Peut-être que je poserais la question justement. Là. Certains vont dire qu'il y a des cliniques qui sont souvent propriétés de grandes sociétés. Ça peut être société américaine, je ne sais pas, là, mais des grandes sociétés. Donc, ça a un impact sur les coûts. Y a-t-il moyen de contrer ça puis peut-être de faire en sorte qu'il y ait des soins plus accessibles? Bien,
En fait, on y travaille en ce moment à avoir un meilleur éventail de soins. Donc, récemment, on vient de obtenir le droit comme professionnel de travailler sous des chapeaux d'organismes à but non lucratif. C'est tout nouveau, depuis novembre 2024, puis assez nouveau que les règlements sont pas encore sortis. Donc, on espère qu'il y ait un développement de médecine communautaire qui puisse aussi donner des alternatives aux gens. Est-ce que les corporations, les grands groupes en ce moment sont un problème puis participent à la hausse de coûts? C'est vraiment difficile d'arriver à cette conclusion-là parce que, comme je vous ai dit, la hausse de coûts, elle était justifiée d'un point de vue économique. Là, quand on regarde les chiffres, ça a du sens. Donc, oui, ça s'est fait en même temps, l'acquisition de plusieurs cliniques par des grands groupes, puis la hausse, mais c'est pas du tout le lien causal, là, il n'a pas été établi encore, puis c'est le futur qui va nous le dire. Mais il y a des façons, en fait, pour que la population soit mieux armée face à la hausse des coûts, mais la hausse et les coûts en général, là, peu importe s'il y a hausse ou pas, c'est sûr que si on peut se le permettre, une assurance santé animale, ça existe maintenant. Docteur Valérie Bissonnette, on a un auditeur qui nous appelle. Peut-être que vous allez être capable de lui répondre. Yannick est au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, qu'est-ce que vous avez déjà vécu, vous, chez votre vétérinaire? Ben, en fait, je vous en ai raconté une, mais j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs anecdotes que je pourrais raconter au fil des années. J'ai toujours eu des animaux à la maison. Celle que je vous racontais dernièrement, là, c'est que j'avais une femelle qui avait accouché d'un chiot et il était resté intra-utérin. J'arrive avec le chien mourant. En fait, il est pris avec un chiot à l'intérieur de l'utérus qui est pas capable d'accoucher. Et avant même de me poser quelques questions que ce soit, avant même de regarder le chiot, on m'a demandé ma carte de crédit. Et c'était un minimum de 1 000 $ à faire de dépôt avant même un simple examen. À ce moment-là, on se demande, est-ce que c'est pas plus un combien tu aimes ton chien que vraiment je veux prendre soin de ton chien? Parce qu'on m'a jamais parlé d'un plan pour... Mais Yannick, ça veut dire qu'on vous a pris 1 000 $ avant même de passer à l'action? C'est très exactement. Avant même d'avoir regardé le chien. OK. Est-ce que j'avoue que c'est pas pratique courante. Non. Non, je peux pas m'expliquer la raison pour laquelle ils auraient pris un dépôt aussi élevé que ça dès le départ, parce que généralement, le dépôt qu'on va demander, ça varie. C'est en fonction de l'estimé. Attendez, Yannick, qu'est-ce que vous disiez, Madame Bissonnette? C'est en fonction de l'estimé. Donc, oui, il peut y avoir un dépôt demandé pour des soins qui n'ont pas été prodigués encore, mais ça dépend de l'estimé qui est donné au client. Ils l'ont jamais regardé. Mais oui, c'est étonnant. Je l'ai dans les mains et ils m'ont demandé la carte de crédit de déposer. Et cette même facture-là, elle est montée à 8 000 $ à la fin. Parce qu'ils m'ont obligé à la stériliser parce que... supposément qu'elle pourrait plus avoir de chiot ou whatever, mais en tout et partout, une fois l'anesthésie, l'opération, etc., la facture finale est montée à 8 000 $. Merci beaucoup, Yannick, d'avoir appelé. Madame Bissonnette, je vais être honnête avec vous, là, dans les commentaires, ça revient beaucoup. Et encore une fois, on justifie d'aucune façon les incivilités. Il n'y a pas de façon de justifier ça, mais les gens ont beaucoup d'histoires à nous raconter. Sur la façon que c'est traiter un peu leurs animaux. Oui, mais Rémi, si je peux me permettre, parce que là, je trouve qu'on embarque, il y a comme deux sujets. Il y a un vrai sujet, puis je pense que c'est un vrai débat sur l'accessibilité aux soins vétérinaires si tu as moins de moyens. Ça, c'est un vrai sujet. Ça coûte cher, c'est privé. Donc, oui, il y a des assurances maintenant. Ça, je pense que c'est un vrai sujet. Puis, tu as le sujet des incivilités, de cette violence-là, puis cette détresse psychologique. Puis, je trouve que il ne faut pas non plus oublier cet élément-là qui est important. Souvent, tu as des jeunes vétérinaires qui arrivent, qui ont plein d'idéaux, qui se disent « je vais soigner des animaux » et qui se retrouvent dans des situations avec des taux de suicide. Fait que je pense qu'il ne faut pas non plus éclipser cet élément-là dans l'équation. Puis moi, j'ai envie de vous poser la question, Valérie Bissonnette, à ce moment-là, c'est quoi les pistes de solutions? Vous avez parlé à vos membres sur les incivilités, sur ces agressions verbales. On comprend que c'est compliqué, on comprend
comprends qu'il y a un enjeu. Certains justifient peut-être ces incivilités-là avec le fait que ça devient très émotif, puis qu'ils veulent soigner leur animal, puis ils n'ont pas les moyens, puis ils ont l'impression que c'est un truc de riche maintenant. Tu sais, si tu veux faire soigner ton animal, c'est une affaire de riche. Est-ce qu'on a des solutions là, concrètes aujourd'hui? C'est tout dans la communication, en fait, puis l'établissement d'une relation de confiance. Je suis contente, en fait, que vous ayez pu mettre en lumière des situations où est-ce que la communication et les façons de faire, en fait, doivent potentiellement être revues pour que qu'il y ait possibilité, en fait, d'établir une belle relation de confiance dès le départ, là. Parce que ce que Yannick nous rapporte, effectivement, ça peut être difficile après ça de revenir en arrière puis d'établir une relation de confiance. Puis c'est essentiel. Tu sais, si les incivilités sont pas anormales dans la plupart des milieux professionnels, chez nous, c'est vraiment problématique parce que ça dénote qu'il y a un manque de respect, puis il y a un manque de confiance entre le client qui est devant toi, puis le vétérinaire qui essaie de son mieux d'établir un plan de traitement qui va convenir et qui va permettre à l'animal d'être soigné au bout du compte. Donc, on va travailler fort sur la communication encore et toujours, mais je pense que de notre côté, ça va être ça. Puis soutenir nos professionnels aussi là-dedans parce que c'est pas normal de vivre des incivilités. On veut qu'ils restent là, on veut qu'ils soient heureux dans leur travail, on veut que les animaux aussi soient soignés. Mais on veut juste rappeler à nos clients qu'on est là pour travailler en équipe avec eux. Donc, essayez de trouver un vétérinaire en quel vous avez confiance. Ouais. Travaillez avec lui pour prendre les bonnes décisions. Puis, rappelez-vous que toute son équipe, elle est là pour vous aider. Donc, essayez de comprendre la réalité des médecins vétérinaires. Vous préparez également quand vous adoptez un animal. Regardez nos fiches de coûts d'entretien estimées là, pour pouvoir prévoir un budget, voir si les assurances les assurances santé animale sont une option pour vous également. Puis, par la suite, nous, on s'engage aussi à essayer de travailler sur la communication, c'est sûr que c'est la communication. Se préparer avant, comme tu dis aussi, parce que c'est vrai qu'on arrive des fois dans une situation d'urgence, on n'a pas de vétérinaire, peut-être, comme vous disiez, de trouver un vétérinaire en qui on a confiance, puis qu'on commence déjà ce dialogue-là, puis cette relation-là. C'est comme un médecin, j'allais dire, tu sais, comme un médecin de famille, tu développes une relation, ben tu as aussi un vétérinaire, tu développes une relation en lien avec ton animal. Tu sais, il y a un peu de ça aussi que peut-être qu'on oublie. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Dr. Valérie Bissonnette, d'être venue nous parler. Vous êtes présidente de l'Association des médecins vétérinaires du Québec. Bonne